Voilà, on n'est pas très nombreux, mais je propose que on commence déjà. Je vais me permettre de désactiver vos micros. Donc, pour les autres collègues qui vont intervenir, n'oubliez pas de réactiver votre micro. Je vous y autorise. Et je partage mon écran. En souhaitant la bienvenue aux personnes que je n'aurais pas pu complimenter personnellement. On n'est pas très nombreux, donc j'ai, je pense, eu l'occasion de dire un petit mot pour chacun. C'est dire, on est 17, mais c'est normal, puisqu'il va s'agir du deuxième appel à projet dans le cadre du plan d'investissement exceptionnel qui est réservé à l'enseignement supérieur non universitaire. Donc évidemment, il y a moins de pouvoirs organisateurs qui sont concernés. Alors, ce qui est prévu comme modalité ce soir dans le cadre de ce webinaire, ben, c'est que les micros soient coupés et les questions posées dans le chat, aussi pour qu'on puisse garder une trace des questions. Maintenant, vu qu'on est peu nombreux, je pense que on peut imaginer que via la petite main levée, l'outil Zoom, d'aucuns puissent quand même poser une question en live. Il faut pouvoir s'adapter à la situation, on est peu nombreux, peut-être que la configuration le permet. Mais en tout cas, au moins une copie de la question dans le chat, comme ça, si on ne peut pas y répondre tout de suite, on le fera ultérieurement. Le webinaire est enregistré, je viens de vous le dire. Et alors, si vous pouviez écrire le nom de l'établissement également dans le chat, ça nous permet d'avoir une idée de qui nous suit. Un petit coup d'œil sur le sommaire. Donc, un petit rappel du mécanisme du plan d'investissement exceptionnel. Enfin, quand je dis un petit rappel, c'est un gros rappel qui sera assuré par Marie van der Meulen pour vraiment que tout le monde soit bien au clair par rapport à comment ça fonctionne et par conséquent comment on peut bien candidater dans le cadre de ce mécanisme. Et cette présentation a été élaborée sur base aussi d'un premier retour d'expérience du premier appel à projet qui concernait l'enseignement obligatoire. Donc, c'est vraiment une partie fort importante. Également, la partie consacrée aux enjeux financiers, où là, c'est Anne Mettens qui va faire quelques mises au point, également en retour d'expérience du premier appel. Et enfin, on va terminer la présentation entre guillemets théorique par un retour sur les aspects liés au marché public. Et là, c'est notre collègue Isabelle Ouéry qui va prendre la main sur la présentation. Au terme de ces trois interventions, on consacrera un peu de temps à répondre, ou beaucoup de temps, à vos questions si on a la réponse, évidemment. Sinon, eh bien, on fonctionnera comme d'habitude en suivi du webinaire par voie de fac que l'on viendra étoffer au fur et à mesure. Et on se quittera par un petit rappel de la stratégie d'accompagnement des pouvoirs des organisateurs que l'on a décidé de mettre en place pour être à vos côtés dans cette aventure. Alors, un petit mot juste pour resituer le contexte du plan d'investissement exceptionnel. Beaucoup d'entre vous l'ont peut-être déjà constaté, il ne s'agit pas que d'un PRR, d'un plan de reprise et de résilience bis. Non, c'est un plan destiné à rénover le bâti scolaire avec deux objectifs qui ne sont pas que énergétiques. Il y a évidemment celui de la réussite de la transition énergétique, mais aussi un objectif plus global qui vise à offrir un espace d'apprentissage de meilleure qualité pour chaque étudiant. Et donc, il s'agit aussi d'améliorer l'état du bâti scolaire, notamment sur le plan fonctionnel. Donc ça, c'est important. Et Marie reviendra là-dessus, j'imagine, dans sa présentation.
de savoir que, il n'y a pas qu'un enjeu énergétique. Par conséquent, si vous avez eu un dossier PRR pool B, par exemple, ce ne sera pas que, une histoire de copier-coller la candidature au PIE. Il faut vraiment constituer, confectionner un dossier spécifique. Alors, ça, vous le savez, il y a plusieurs appels. Celui qui vous concerne, c'est le deuxième. On connaît maintenant les dates précises puisque c'est un appel qui a été lancé le 27 novembre dernier et vous avez jusqu'au 12 mars au plus tard pour déposer le dossier de candidature sur la plateforme électronique. Donc, les vacances d'hiver sont neutralisées. Ce que je voulais vous rappeler aussi, c'est que vous avez, pour ce qui vous concerne, une seule occasion de profiter de ce plan d'investissement exceptionnel, c'est maintenant. Il n'y a pas, entre guillemets, de session de rattrapage comme c'est le cas pour l'enseignement obligatoire. Deuxième appel qui concerne donc l'enseignement supérieur hors université, mais aussi l'enseignement de promotion sociale de niveau supérieur, ainsi que les internats du supérieur. Le montant de l'enveloppe, c'est 200 millions d'euros. C'est quand même un beau pactole, même si la cagnotte de l'euro-million de demain, c'est 240 millions. Mais voilà, pour ce deuxième appel, vous avez une opportunité d'obtenir un subventionnement, vous qui, d'ordinaire, n'avez pas accès à des mécanismes de subventionnement. Alors, un petit rappel aussi à propos de la ligne du temps de ce plan d'investissement exceptionnel, pour vous dire qu'au stade de la candidature, il y a au fond euh, peu de choses à faire par rapport à ce qui existe dans d'autres mécanismes et notamment le PRR. Vous n'avez pas à déposer un projet déjà tout fait, non. Il faut en fait faire une série de démarches pour obtenir un accord d'éligibilité et en particulier essayer de valoriser au mieux un bâtiment dans un outil que Marie van der Meulen va vous présenter tout à l'heure, de sorte à générer un score de priorité, un score de priorisation qui vous permette de figurer en haut de la liste du classement des dossiers en vue de l'obtention d'un accord d'éligibilité. Donc, au stade de la candidature, on va dire sur le plan technique, il s'agit surtout de bien élaborer une stratégie de valorisation d'un ou de plusieurs bâtiments et de vérifier que cette stratégie score efficacement dans l'outil de valorisation. Après, pour ce qui relève des autres conditions d'éligibilité, eh bien, il faut surtout s'engager à les respecter et cela sera vérifié ultérieurement, mais pas au stade de la candidature. Vous avez donc 3 mois pour établir cette candidature, comme je vous l'ai rappelé. Après, le reste prendra un peu plus de temps. Vous voyez le délai qui est prévu sous vos yeux. Donc, il y a une circulaire, évidemment, qui détaille tout cela, comme vous le savez. Alors, il est temps maintenant que je passe la parole à Marie van der Meulen pour qu'elle puisse nous introduire de manière un petit peu plus fine au mécanisme de ce plan d'investissement. Comme je passe la parole à Marie, je vais arrêter le partage pour ce qui concerne mon intervention. Ça va prendre un petit peu de temps, désolé pour ça, mais Marie, tu peux maintenant partager ta présentation. Voilà, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, me voyez? Est-ce que mon écran est bien partagé? C'est OK, tu peux y aller. Voilà, alors je déplace encore l'icône ici des caméras. Parfait. Donc voilà, eh bien moi je vais vous présenter le mécanisme du PIE essentiellement sous l'angle du dossier de candidature. Alors je me doute bien que vous n'avez pas attendu ce webinaire pour vous familiariser avec tous les documents de ce nouvel appel à projet. Néanmoins, je me permets d'épingler sur ce slide
les liens des différents accès vers les documents PIE, dont celui vers notre extranet, qui relaie évidemment toutes les informations relatives à ce second appel du plan d'investissement exceptionnel. Et pas uniquement, vous trouverez aussi des outils de facilitation, des capsules vidéo explicatives, des modèles de CSC. Voici également le lien vers le site du SGISS, donc le pouvoir subsidiant qui a lancé cet appel à projet et qui a une page web dédiée à ce mécanisme. Et puisque cette partie du webinaire est axée sur le mécanisme PIE au travers du dossier de candidature, voici aussi un lien vers le webinaire détaillant la procédure liée à la plateforme d'encodage sur lequel il faut soumettre la candidature. Ce webinaire a eu lieu à l'occasion de la première vague. Alors, j'anticipe un peu, mais j'en profite pour glisser l'information suivante. Lorsque vous aurez soumis votre candidature, vous recevrez en retour un PDF récapitulatif que nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre à l'adresse figurant sur ce slide, donc infrastructure au pluriel @cegec.be. Alors voilà, comme vous le savez, cet appel à projet s'inscrit dans un contexte de besoin de financement important pour l'ensemble de tous les établissements scolaires. Et donc, vu la nature du mécanisme, l'absence de clé de répartition par réseau, le PIE est un appel à projet très compétitif, mettant en concurrence l'ensemble des établissements scolaires. Pour cette vague 2, donc spécifiquement l'enseignement supérieur hors université. Et dans ce contexte, nous préconisons une approche stratégique avec une très bonne compréhension du mécanisme afin de générer le meilleur autoscore possible. Donc, il faut savoir dès maintenant que cet autoscore généré à la candidature ne pourra jamais être revu à la hausse, même après analyse de votre dossier de candidature. Il ne pourrait qu'être revu à la baisse si d'aventure le dossier s'avérait surscoré. Donc, cette approche stratégique nécessite prioritairement, comme vous le savez sans doute déjà, d'identifier un bâtiment candidat et de l'intégrer à un scénario. Donc, ce bâtiment candidat, voilà, est-ce que nous allons le rénover? Est-ce que nous allons le démolir si la rénovation n'est pas possible? Est-ce qu'en plus de cette rénovation ou de cette démolition-reconstruction, il n'y a pas lieu de prévoir une extension? Et enfin, l'occasion de ce chantier n'est-il pas l'occasion de démolir pour raison d'assainissement, voilà, une partie bâtie? Donc, vous voyez qu'au départ d'un bâtiment existant, différentes projections sont possibles. Et il s'agit bien dans la logique du PIE de valoriser une situation existante. Quand je dis valoriser, il faut comprendre mettre en avant un bâtiment existant et pas n'importe lequel, évidemment, puisque la logique du PIE vise les bâtiments les plus nécessiteux, comme par exemple d'anciens préfabriqués ou des bâtiments très déperditifs présentant des problèmes d'humidité, d'amiante, d'infiltration, d'étanchéité, de stabilité. Tout ça va pouvoir être valorisé au travers du mécanisme PIE. Alors, afin de préciser le scénario qui performe en termes de scorage, cette notion de bâtiment est cruciale. Et donc, ce mécanisme PIE interroge la notion de bâtiment. Qu'est-ce qu'un bâtiment? Si ce terme tombe sous le sens, sans aucune ambiguïté dans certaines situations, ce n'est pas du tout le cas dans d'autres. Donc, afin d'apporter une réponse par l'exemple, le SGISS a décliné la notion de bâtiment au travers d'une série de cas d'études. Je ne vais pas les énumérer ici, mais ce document est bien sûr à votre disposition sur le site du SGISS et le lien vers celui-ci est repris dans le slide. Donc, pour en revenir à la méthodologie préconisée par notre service, nous insistons sur la clarification d'un scénario de départ, identifiant donc cet indispensable bâtiment candidat. Et pour vous aider dans la définition de ce scénario, nous vous invitons à nous solliciter pour une visite préalable que nous pouvons faire conjointement avec le SGISS.
Et l'idée est donc de partir sur de bonnes bases avec un scénario de départ validé par le SGISS, ce qui vous permettra de vous lancer dans votre candidature ou dans vos candidatures, puisque vous pouvez élire plusieurs bâtiments candidats. Si ces bâtiments candidats sont contigus, vous pourrez les fusionner au sein d'une candidature unique. Par contre, si ces bâtiments sont non contigus, vous n'aurez pas d'autre choix que de rentrer plusieurs candidatures. Et dans le cas de bâtiments candidats au pluriel qui seraient contigus, eh bien, il faudra réfléchir en termes de scorage à l'opportunité ou non de réunir les bâtiments au sein d'une candidature unique. Alors, pour en revenir à la première porte d'entrée possible dans ce mécanisme, c'est-à-dire par le choix d'un bâtiment candidat à la rénovation, il faudra que le taux de rénovation atteigne 35% de l'enveloppe totale du bâtiment. Donc, ce taux de rénovation de 35% constitue le premier palier minimum à atteindre. Et pour y arriver, vous pourrez faire valoir des travaux qui ont déjà été réalisés depuis 2010 sur l'enveloppe du bâtiment. Il y a un second palier qui est proposé, c'est celui affichant un taux de rénovation supérieur, un taux de rénovation de 65% de l'enveloppe du bâtiment. Le franchissement de ce second palier permet d'inclure dans la situation projetée l'installation de systèmes, donc systèmes de chauffage, de ventilation, de production d'énergie. En complément des travaux de rénovation, une extension peut être envisagée et celle-ci ne doit pas être forcément liée physiquement au bâtiment candidat. Cette extension est possible dans les limites de la norme physique, c'est-à-dire dans les limites du nombre maximum de surface brute subventionnable en regard de votre population scolaire. Enfin, en complément de cette rénovation et de cette éventuelle extension, eh bien, une démolition pour raison d'assainissement peut être envisagée. Donc, exemple, vous décidez de rénover un bâtiment et vous envisagez également une extension non liée physiquement au bâtiment candidat à un endroit où un cabanon vétuste se trouve, eh bien, le PIE permet de subsidier cette rénovation, cette extension et cette démolition. Voilà. Alors, sont concernés par la rénovation les bâtiments déjà à usage scolaire ou ceux qui vont le devenir. Je vais à présent vous exposer la seconde porte d'entrée possible dans ce mécanisme. Si une rénovation n'est pas possible, une démolition-reconstruction pourra être envisagée. Et par démolition, il faut comprendre une démolition d'au moins 65% du volume bâti. Donc, dans ce cas de figure, ce n'est donc plus un pourcentage lié au taux de rénovation de l'enveloppe du bâtiment, mais bien une destruction du volume bâti dans son ensemble. Alors, tout comme expliqué dans le cas d'une rénovation, un projet de démolition-reconstruction permet également d'envisager une extension. On peut donc démolir et reconstruire à l'identique, ou bien reconstruire plus grand, ou bien même démolir, reconstruire à l'identique et proposer une extension non liée physiquement à cette reconstruction. Voilà, alors cette extension, dans ce cas-ci, tout comme dans le précédent, devra se faire dans les limites de la norme physique. Et il faut savoir que dans le cas d'une démolition-reconstruction, eh bien, il faudra que cette nouvelle construction satisfasse la norme QUZN-20, moins 20%. Alors, sont concernés par la démolition-reconstruction des bâtiments déjà à usage scolaire. Il y a donc une distinction sur ce point entre une situation candidate à la rénovation ou celle candidate à la reconstruction. Dans le second cas, l'affectation scolaire doit déjà être effective au moment de la candidature. Alors, le PIE a une orientation énergétique, mais il ne faut pas oublier que dès lors qu'il vise à valoriser un bâtiment de référence en le rénovant ou en le reconstruisant, voire en l'étendant, et dès lors qu'il permet d'atteindre les paliers de
35-65% déjà précisés, eh bien, une candidature PIE peut par ailleurs viser toute forme de travaux. Donc, le PIE a beaucoup de conditions à satisfaire, mais c'est aussi bien évidemment l'occasion de rencontrer les besoins identifiés par l'école et donc de prévoir le réaménagement des espaces en correspondance avec les besoins de l'école. Et ceci, bien entendu, dans le strict respect des normes financières et physiques. J'y reviendrai. Alors, outre les 2 portes d'entrée possibles déjà expliquées comme conditions d'accès au mécanisme, il y a 15 conditions cumulatives d'éligibilité. Dans la majorité des cas, vous allez devoir, au moment de la candidature, vous engager à respecter ces conditions, mais les preuves de votre engagement seront généralement apportées à une étape ultérieure du mécanisme. Vous vous lancez donc à présent dans la première étape, qui est celle correspondant à la demande d'éligibilité. Suivront d'autres étapes, comme l'a expliqué Luc, à savoir donc la demande d'accord de principe, la demande d'accord ferme et la liquidation et le décompte final. L'annexe 5 de la circulaire reprend vraiment la liste des documents probants pour chaque étape. Mais donc, à ce stade-ci, les preuves à apporter, elles ne concernent pas vraiment les conditions cumulatives d'éligibilité, mais vous allez le voir, elles sont bien davantage à apporter en regard de tout ce qui va être déclaré dans l'outil de valorisation de l'état du bâtiment que nous allons découvrir quelques slides plus loin. Alors, on a évoqué les conditions d'accès au mécanisme, les conditions d'éligibilité. Il y a également des critères de priorisation. Donc, le premier consiste à accompagner la candidature de l'outil de valorisation de l'état du bâtiment complété. Et cet outil vise à prioriser les candidats sur l'aspect factuel du bâtiment existé, valorisé, en tentant de mettre en évidence les plus nécessiteux. Et il y a un autre score, donc provisoire, sur 50 points qui est établi. Alors, le second critère de priorisation concerne les écoles touchées par les inondations et ce critère donne 20 points. Le troisième critère priorise à raison de 0, 5 ou 10 points les candidatures accompagnées ou non d'un audit énergétique, soit uniquement sur le bâtiment candidat, soit sur toute l'implantation. Et évidemment, ce deuxième cas de figure avec les 10 points à la clé que nous vous conseillons. Alors, donc les dossiers de candidature sont scorés sur 80. Alors, comme on vient de le voir dans les slides précédents, hormis les 20 points de priorisation octroyés à ceux qui ont été touchés par les inondations et puis les points octroyés si la candidature est accompagnée d'un audit énergétique, eh bien, les 50 points restants sont déterminés par l'autre score généré par cet outil de valorisation de l'état du bâtiment, figurant en annexe de la circulaire. Alors, bien que dénommé annexe, ne vous y trompez pas, il s'agit ni plus ni moins de la pièce maîtresse de la candidature. Et donc, cette annexe se présente sous forme de tableur avec 3 onglets que nous allons décrire brièvement dans un instant. Et son remplissage ne peut se faire qu'en regard de l'annexe 2, qui clarifie pour chaque item de la matrice les preuves à apporter pour chaque critère coché. Et également en regard de l'annexe 5, peut-être dans une moindre mesure, qui, elle, reprend les documents probants pour chaque étape du PIE. Et puis, la liste des 30 documents à joindre à la CANDI, et cette liste figure, elle, dans la circulaire relative à la plateforme d'encodage. Bref, une série d'annexes, mais qui ne sont nullement anecdotiques. Donc, vraiment, en conseil, imprimez-les, au minimum l'annexe 2 et l'annexe 5,
et gardez-les précieusement en main lors de la complétude de l'outil de valorisation de l'état du bâtiment. Alors, un tutoriel du SGISS relatif à cet outil de valorisation de l'état du bâtiment est disponible via le lien sur ce slide ou directement sur le site du SGISS. Alors, découvrons à présent l'outil de valorisation de l'état du bâtiment. Ce tableur Excel comprend 3 onglets. Le premier onglet demande d'encoder les surfaces des parois de l'enveloppe du bâtiment et les valeurs U associées afin de déterminer les pourcentages de déperdition de chaque paroi. Le deuxième onglet propose des valeurs U de parois type, mais il n'y a pas d'obligation de s'en saisir. Vous pouvez préférer celles qui proviennent de l'audit énergétique ou celles provenant d'un éventuel encodage totem. Et enfin, le troisième onglet constitue la matrice à remplir de l'outil de valorisation de l'état du bâtiment. Comme je vous le disais, il s'agit vraiment de la pièce maîtresse du dossier de candidature. Et dans l'approche stratégique que nous préconisons, nous considérons ce tableur non pas comme un simple outil d'encodage, mais véritablement comme un outil d'aide à la décision dont il faut se saisir dès à présent. Et ce sont notamment les multiples allers-retours vers cet outil qui vont permettre d'affiner l'encodage et les démarches à entreprendre en lien avec tout ce qui est déclaré, notamment en termes de preuves à apporter en regard des items cochés. Et donc, c'est dans ce troisième onglet que vont être téléversés les pourcentages de déperdition des différentes parois générés dans le premier onglet. Ce premier onglet est appelé bilan énergétique car il permet de faire un encodage énergétique qui va bien au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour la candidature. Pour la candidature, il s'agit vraiment d'encoder les surfaces de chaque paroi déperditive de l'enveloppe du bâtiment et les valeurs U associées, sans plus. Alors, donc cet outil de valorisation de l'état du bâtiment doit être complété par un pro, donc qui est un professionnel, donc un architecte ou quelqu'un qui est responsable PEB ou quelqu'un qui pourrait prétendre à cet agrément. Alors, l'outil se découpe en 2 catégories. La première aborde l'implantation concernée par le projet et poursuit l'objectif d'évaluer les aspects fonctionnels du bâti existant selon des critères normatifs et spatiaux. Donc, le score intermédiaire de cette première catégorie est ramené à 15 points. La seconde partie concerne le bâtiment ciblé, donc ce fameux bâtiment candidat et le projet associé. Donc, le score intermédiaire de cette seconde catégorie est ramené à 35 points et l'ensemble aboutit à un autoscore provisoire sur 50 points, comme je l'ai déjà dit. Alors, pour en revenir à la première partie qui concerne l'implantation, j'aurais souhaité apporter quelques clarifications au sujet de la notion d'implantation aujourd'hui lors de ce webinaire, mais nous sommes nous-mêmes toujours en attente d'éclaircissement à ce sujet. Donc, le SGISS s'est engagé à le faire très prochainement via la foire aux questions et nous reviendrons vers vous avec ces précisions aussitôt qu'elles nous parviendront. Alors, au niveau de l'implantation, le premier item demande
de faire une comparaison entre les surfaces normatives et celles réelles de l'implantation afin de mettre en évidence un manque d'espace. C'est ça qui pourrait être valorisé dans cet item. Et au niveau de l'implantation, au niveau de la sous-catégorie, donc du deuxième item, eh bien là, on vous demande de répertorier les fonctions absentes ou défaillantes sur l'implantation. Alors, en rouge, ici sur le slide, vous pouvez voir celles qui concernent évidemment l'enseignement supérieur. Donc, par exemple, on va vous demander au niveau de l'implantation, est-ce qu'il y a un auditoire? Est-il trop petit? Et donc, si vous n'en avez pas ou que vous en avez un, mais qu'il est trop petit, vous pourrez obtenir des points. Idem pour la salle d'études, idem pour la salle de cours. Alors, donc, maintenant, on passe à la deuxième partie de l'outil de valorisation de l'état du bâtiment. Alors, dans cette catégorie dédiée à l'état du bâtiment candidat, eh bien, le premier critère concerne les techniques spéciales du bâtiment candidat. Donc, l'objectif est de déterminer la vétusté, la défaillance ou l'absence de certaines techniques spéciales importantes ou particulièrement énergivores. Et donc, en fonction de ce que vous déclarez, un coefficient de gravité sera calculé pour chaque item. Mais attention, les points liés au système, donc là, je parle au système de chauffage, au système de ventilation, qui sont présentes dans les techniques, eh bien, ces items ne rapporteront des points que si vous avez atteint le second palier de taux de rénovation, donc c'est-à-dire si votre projet annonce 65% de rénovation. Alors, vient ensuite ici le second point lié à l'état du bâtiment et qui concerne les parois du bâtiment candidat. Donc, l'objectif est de déterminer, bien sûr, la déperdition, mais également la vétusté, l'état sanitaire, le confort, les multiples problèmes, comme je l'ai dit, problèmes d'infiltration, d'étanchéité, de stabilité, d'amiante. Et tous ces problèmes associés à des parois fortement déperditives, eh bien, génèrent un score de vétusté qui s'améliore toujours plus lorsque l'on déclare un bâtiment toujours plus problématique. Ça, c'est vraiment la logique. Alors, ici, j'ai pris un petit exemple d'une paroi qu'on vous demande d'encoder dans l'outil de valorisation de l'état du bâtiment. Et donc, ça concerne les portes et les fenêtres. Donc, on vous demande si, donc ici, vous allez voir surface en mètres carrés. Eh bien, là, ce sont les données encodées dans le premier onglet qui, comme je vous l'ai dit, vont être téléversées à cet endroit-là. Et puis, on vous dit, attendez, j'ai une barre de tâches dans le champ de vision. Voilà, c'est réglé. Et puis, on vous demande, par exemple, les fenêtres sont-elles équipées de simples vitrages sur minimum 50% de la surface? Eh bien, si vous répondez oui, allez voir à l'annexe 2 ce à quoi ça vous engage comme preuve. Ici, on vous dit problème d'étanchéité à l'air affectant minimum 50% de la surface. Idem. Si vous envisagez de répondre par l'affirmative, il va falloir le prouver. C'est comme ça la logique de toutes ces parois à encoder.
Donc, la logique est bien sûr la même pour le problème d'étanchéité. Alors, on pourrait se demander, par exemple, en ce qui concerne des châssis, bon, ben, voilà, j'ai un problème d'étanchéité à l'air sur certains châssis de telle génération et j'ai identifié, par exemple, que ce problème concernait 3 châssis sur 7. J'invente. Et vous vous dites, ben, qu'est-ce que je vais déclarer? Est-ce que ça affecte la surface de l'ensemble de ces châssis, oui ou non, ou seulement les 3? Eh bien, si vous allez consulter la fac à ce sujet, elle vous dit clairement que, par exemple, dans ce cas de figure, le problème évoqué peut être généralisé à l'ensemble de ce type de châssis, parce que le problème qui s'est rencontré pour l'un, eh bien, pourrait survenir pour les suivants. Alors, j'insiste là-dessus, non pas pour vous inciter à une logique de déclarer des choses inexistantes, mais simplement, voilà, pour que vous puissiez vraiment vous approprier la logique en place dans le PIE et vous rappeler que malheureusement, le score ne pourra pas être revu à la hausse. Voilà. Alors, donc, j'insiste vraiment pour la complétude de l'outil de valorisation de l'état du bâtiment en regard des annexes ad hoc. Voilà. Et puis, remplir l'outil de valorisation de l'état du bâtiment et apporter toutes les preuves de tout ce qui a été déclaré ne suffit pas. Il faut bien entendu aussi annoncer un montant d'investissement. Et ce montant d'investissement, il doit se faire dans le respect de la norme financière. Cette norme financière est actualisée mensuellement. Elle est disponible sur le site du SGISS et c'est un plafond que vous ne pouvez pas dépasser. Et donc, quand vous établirez votre estimatif sur base du montant d'investissement par poste globaux, on vous demande de vraiment veiller à ne pas sous-estimer votre montant d'investissement, bien qu'il soit cadré par cette norme financière, parce que c'est une enveloppe, parce que le subside sera déterminé sur base du montant d'investissement annoncé et il s'agit d'une enveloppe fermée ou presque fermée puisqu'il y a juste une variable d'ajustement de 10%. Voilà. Alors, on vous invite aussi à éventuellement faire relever vraiment ce qui sortirait de la norme financière, donc comme par exemple les démolitions. Donc ça, c'est des postes à comptabiliser à part et qui vont s'ajouter au montant d'investissement. N'oubliez pas non plus que 10% du montant d'investissement peuvent être consacrés aux travaux d'abord. Donc, c'est vrai que parfois, c'est un poste sous-estimé alors que les engins de chantier mettent fort à mal les abords, quand bien même il n'y aurait pas de travaux prévus vraiment pour ce poste-là. Voilà. Ben oui, je pense que j'en ai fini avec la partie qu'il me revenait de vous présenter et terminer par les aspects financiers introduits directement la présentation suivante d'Anne Mettens, à qui je laisse à mon tour la parole. Et j'arrête. Merci, Marie et Anne, je me permets d'intervenir parce qu'on avait dit qu'on travaillerait un petit peu en souplesse avec les questions-réponses, vu qu'on n'est pas très nombreux. Et à ce stade, il y a 2 questions. Il y en a une dans le chat et il y a Monsieur Monard qui a levé la main.
Donc, je propose qu'on essaye peut-être d'y répondre déjà maintenant, si c'est possible. Ce sera peut-être plus commode, puisqu'on vient de terminer cette partie de présentation. Donc, dans le chat, il était demandé si l'absence de bibliothèque était un déficit pris en compte. Malheureusement, vraiment, les items ici enfin répertoriés ici sont uniquement ceux présents dans l'outil de valorisation de l'état du bâtiment. Donc, il n'est nullement fait mention de bibliothèque. Donc la bibliothèque n'est pas une fonction absente, mais bien évidemment, on peut aménager une bibliothèque à la faveur des travaux si d'aventure on obtient l'éligibilité. Ça, c'est autre chose, mais ce n'est pas une fonction absente dans l'outil de valorisation. Et alors, Monsieur Monard, vous avez levé la main, je vous cède donc la parole. Merci beaucoup déjà pour cette première partie de présentation. Effectivement, j'en profite qu'on puisse intervenir en live avec deux questions. La première, c'est concernant les fenêtres que vous venez d'évoquer, donc 2 ou 3 slides précédents. Mhm. Alors, nous, quand on encode, on n'a pas de vue sur les formules qui se cachent là derrière. Donc, c'est un programme ou des feuilles assez opaques. Et par exemple, on a fait quelques exercices évidemment pour se familiariser avec l'annexe 1 de valorisation en mettant des vitrage double à la place des simples, on obtenait plus de points. Alors qu'effectivement, vous l'avez dit, au pire est l'état du bâtiment existant, au plus des points pourront être engrangés dans l'outil de valorisation. Et donc, ça nous semblait étrange parce qu'effectivement, on peut imaginer que si l'état du bâtiment est pire, on gagnera plus de points. Ce n'était pas le cas avec cet exemple-là. Et on n'avait pas moyen d'aller vérifier, d'aller comprendre comment se font les formules là derrière. Vous avez une réponse pour ça? Oui, alors, euh, merci pour votre question. Euh, donc, je vais vous répondre dans la mesure de mes moyens parce que nous ne sommes pas les concepteurs de l'outil. Néanmoins, je pense que dans les annexes de la circulaire, il y a un vademecum qui est quand même assez précis. Et par exemple, pour l'onglet que vous évoquez, je crois que j'avais fait toutes les configurations possibles. Et donc, j'ai dans mon ordinateur tous les points possibles euh, relatifs à cet item. Et je suis très étonnée. Je suis pratiquement persuadée que le simple vitrage, évidemment, score mieux que le double. Il faut Ouais, voir en association avec les problèmes évoqués. Mais vraiment, je suis tout à fait disponible pour vérifier cet encodage avec vous et ok, effectivement super. observer s'il y a un problème ou non. Mais en tout cas, la logique veut vraiment que, par exemple, le double vitrage, comme il est, le simple vitrage, comme il est plus déperditif, ben, score mieux. Voilà. Mais Effectivement. j'attire quand même l'attention sur que ce qui rapporte essentiellement des points, c'est plutôt les problèmes. Donc voilà, c'est vraiment être déperditif, rapport des points, mais peu de points en comparaison avec tous les problèmes associés que vous pourriez déclarer. Voilà. Ok. Alors, ma deuxième question, si je peux me permettre. Donc ici, on intervient sur un bâtiment qui est en partie de la possession et propriété de la haute école. Et pour le reste, et la plupart du bâtiment en fait, n'appartient pas encore à la haute école et c'est une autre affectation, c'est un hôpital. Demain, enfin dans le futur, dans les quelques années qui viennent, l'école va prendre possession de l'ensemble des locaux. Et donc, au final, on pourra considérer que c'est une seule et unique école dans tous ces locaux. Euh, nous partons du principe, et je ne sais pas s'il est bon, que pour remplir l'outil de valorisation, nous ne considérons que les locaux actuellement utilisés par l'école et non pas tous ceux de l'hôpital qui seront en fait mis sous forme de casco avant d'être rénovés pour l'école. Est-ce que c'est une bonne vision de la chose?
En fait, dans le premier, je vais faire une réponse en deux temps. Donc, il faudra à un moment donné de la candidature, et ça, je laisse peut-être mes collègues préciser ce moment, il faudra évidemment faire la preuve du droit réel. Mais en attendant, dans l'outil de valorisation du bâtiment, dans les surfaces relatives à l'implantation, donc dans les surfaces normatives, vous pouvez faire valoir des surfaces qui sont hors droit réel. Et donc, en fait, c'est favorable en général en termes de score, puisqu'on part de la logique qui est la vôtre, que c'est de l'espace, je vais dire, qui pourra ultérieurement être acquis par l'école, que l'école pourra avoir un droit réel sur cet espace et donc avoir plus d'espace. Mais donc, Ok. dans la matrice, on peut valoriser de l'espace hors droit réel. Et je vous invite à faire cet encodage. Comme on a utilisé souvent le mot scénario. Et donc, c'est vrai que les réponses, parfois, elles se trouvent aussi dans les allers-retours en fonction des différents scénarios encodés. Mais n'hésitez pas, au fur et à mesure de vos démarches, à revenir vers nous pour ce genre de questions un peu techniques et on peut se replonger ensemble là-dedans. Merci beaucoup. En tout cas, des questions techniques, on en aura encore, mais voilà, ça viendra au fur et à mesure. Merci beaucoup. Merci Marie pour cette réponse. Patrick Hainaut, et puis je propose qu'on continue avec la présentation de Anne. Patrick, on ne t'entend pas. On n'entend pas. Voilà. Oui, surtout que cette question est relative à un moment de distraction, mais ça concerne les châssis également. Donc, il vaut mieux qu'ils aient un défaut. J'ai entendu dire qu'il disait si un a un défaut, potentiellement, ce défaut va apparaître ailleurs. Donc, que dois-je retenir de cela si j'ai un châssis qui laisse passer l'air, donc potentiellement par aspiration, toute ma façade laisse passer l'air, Non, je vais peut-être un peu cadrer mon propos. C'est par exemple si un problème affecte un châssis, un type de châssis, hein. Oui. Et donc, par exemple, sur votre façade, si cette façade est composée d'un ensemble de châssis identiques, Oui, c'est ça. bien, selon le problème rencontré, effectivement, vous pouvez considérer que ce problème pourrait affecter l'ensemble de ce même type de châssis. Et donc, par voie de conséquence, si ce problème se généralise sur la façade ou même l'ensemble du bâtiment, mais voilà. Mais je n'invente rien et cette logique est explicitement écrite dans la foire aux questions. Voilà, c'est ça. Donc, des châssis qui ferment mal, entre guillemets, qui laissent passer l'air. Si on en a 3 sur 50 qui sont du même modèle, on peut imaginer que les autres seront affectés par le même problème à l'avenir. Oui, je pense qu'on peut, on Voilà. peut penser comme ça. Voilà. Merci. Merci Patrick, merci Marie. Je propose, Anne, que tu prennes la parole maintenant. Oui, alors je veux bien que Marie départage son écran. C'est parfait. Voilà, Merci, je Marie. pense, Anne, que je viens de clôturer le partage d'écran de mon côté. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça fonctionne? Oui, super, merci. Donc, je vais pour ma part aborder le PE sous l'angle des modalités économiques et financières, en commençant tout de suite par le taux de financement. Alors, vous l'avez déjà sans doute entendu, je ne vous apprends rien pour ce programme. Le taux d'intervention des pouvoirs publics s'élève à 65% du montant de l'investissement. C'est non négligeable, c'est une vraie subvention en capital.
Et par ailleurs, le solde donc de 35% à charge du pouvoir organisateur peut, lui, émarger à l'emprunt garanti par la communauté française. Donc, je précise qu'il s'agit bien d'un financement complémentaire qui ne vient donc pas grever les moyens structurels qui sont dédicacés annuellement au fonds de garantie. Par ailleurs, ce taux pourra être majoré, donc au-delà des 65%, vous pourrez aller chercher du subventionnement supplémentaire, bon, sans pour autant pouvoir dépasser un taux maximum de 70%, mais tout de même, ce n'est pas négligeable. Mais pour cela, il faudra évidemment remplir un certain nombre de conditions. Donc, la majoration se fera par palier de 2% pour chacune des conditions. La toute première vise le fait que l'objet de la subvention doit bénéficier à l'enseignement de promotion sociale. Première condition. Seconde condition, en cas de rénovation, des valeurs de performance minimales en matière d'isolation thermique doivent être atteintes. Alors, j'attire votre attention sur le fait que les coefficients seront vérifiés au moment du décompte final. Hein, donc, il ne s'agit pas de se dire que vous allez les atteindre. Encore faudra-t-il le prouver. Et pour terminer, le candidat pourra aussi bénéficier d'une majoration supplémentaire de 2% s'il s'inscrit dans une collaboration infrastructurelle. Alors, cette collaboration, elle vise en réalité le partage de l'occupation du bâtiment qui est concerné par les travaux. Et elle devra prendre évidemment la forme d'une convention signée ou de tout autre document officiel pour une durée minimale de 3 ans. Hein, et de nouveau, cette convention devra être déposée au plus tard à l'étape du décompte final. Donc, soyez attentifs puisque on va vérifier effectivement à certains moments le respect des conditions. Si la communauté française constate que ces conditions n'ont pas été respectées, eh bien la peine, évidemment, ce sera de rembourser les subventions majorées dont vous aviez bénéficié à la base. Alors, concrètement, comment va-t-on calculer le montant de la subvention? Alors, elle est tout simplement calculée sur le montant subsidiable de l'investissement. Alors, le montant subsidiable, cela vise les travaux subventionnables. Et comme Marie vous l'a rappelé tout à l'heure, ce sont ceux qui respectent les normes physiques et financières qui sont mentionnées dans la GCF du 6 février 2014. En ce compris les abords, hein, donc ceux-là sont pris en considération dans le calcul à concurrence de 10% du montant des travaux. Et par ailleurs, on ajoute aussi les frais généraux et la TVA. Donc le montant subventionnable part bien du montant net de l'investissement auquel on ajoute éventuellement les abords, les frais généraux et la TVA. Alors, il y a une petite subtilité au niveau des frais généraux. Ceux-ci pourront être subventionnés à hauteur de 10% maximum si l'auteur du projet est désigné dans le cadre d'un marché public. Sinon, le pourcentage sera limité à 8%. Alors, cette subvention, hein, donc ce montant calculé, on va l'appeler montant provisoire, c'est-à-dire qu'au moment du dépôt de la candidature, votre subvention sera calculée comme telle, mais elle pourra être revue au moment de l'accord ferme. Alors, revue évidemment aussi bien à la hausse qu'à la baisse. À la baisse et à la hausse en fonction du résultat de l'attribution du marché. Alors, si effectivement, finalement, à l'adjudication, les montants sont plus faibles, eh bien, la subvention sera ajoutée, je dirais, parallèlement. Par contre, à l'ouverture des soumissions, si les montants sont plus importants, la subvention ne pourra pas augmenter de plus de 10%.
Et enfin, elle pourra aussi être revue à la baisse en fonction de l'atteinte des objectifs qui est liée à la majoration des taux dont on a parlé tout à l'heure. Alors, comme un petit exemple vaut mieux qu'un long discours, j'ai repris sur ce slide l'exemple d'un investissement d'un projet PIE de 10 millions d'euros, 10 millions d'euros étant le montant net de l'investissement, auquel on va donc venir ajouter la TVA et les frais généraux. Alors, j'ai pris 10%, donc le maximum ici, ce qui vous amène à un montant d'investissement, tout frais compris, de 11 660 000 euros. Pardon. Les 65% sont bien calculés sur ce montant-là. On va bien chercher 65% des 11 660 000. Ce qui vous fait effectivement une subvention en capital non négligeable, puisque le supérieur n'a jamais, je dirais, connu ce type de subventionnement. Le solde de 35% va donc, lui, pouvoir émarger à l'emprunt garanti, mais donc c'est bien évidemment le PO qui va rembourser cette charge. Et de nouveau, ce montant va être calculé en partant des 35%, c'est-à-dire des 3 500 000 qui restent à financer, auquel de nouveau on va ajouter la TVA, les frais généraux qui, dans le cadre de l'emprunt garanti, sont subventionnés non pas à hauteur de 10%, mais à hauteur de 11,4%. Et puis, on vient également ajouter une marge de sécurité de 15% qui peut viser, par exemple, des éventuelles révisions de prix. Et donc, vous voyez finalement que le montant d'emprunt, des 3,5 millions dont on partait au départ, s'élève à 4 750 000. Donc, c'est vrai, quand on dit qu'à charge du PO, il n'y a que 35%, alors c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que le PO prend en charge aussi les frais. Donc, on est au-delà, effectivement, des 35%. Alors, vous l'aurez compris au travers de l'exposé de Marie, il va être important de soigner le dossier de candidature pour gagner, pour valoriser au maximum le dossier. Mais parallèlement à cela, il va aussi être impératif de vérifier que le PE dispose d'une capacité financière suffisante pour faire face aux nouvelles charges de remboursement qui vont être liées à cet investissement. Et donc, pour ce faire, évidemment, le département gestion économique va vérifier la soutenabilité financière de la SBL quant au remboursement des charges d'emprunt liées aux investissements supplémentaires. On va pour ça considérer la situation financière du PO d'une part, situation financière que l'on va constater sur les dernières années et que l'on va évidemment actualiser si nécessaire d'éléments prospectifs s'il y a des changements par rapport à votre investissement. Et on va aussi évidemment tenir compte de la charge relative et donc actuelle aux emprunts, aux emprunts qui sont en cours, donc les emprunts actuellement supportés par le PO, auxquels on va évidemment ajouter les nouveaux investissements du PIE. Et donc, on aura besoin évidemment de travailler avec votre directeur financier ou toute autre personne qui va pouvoir nous apporter des éléments objectifs que vous connaissez sans doute bien, puisqu'on vise ici les comptes annuels, les balances des comptes généraux, les tableaux d'amortissement des emprunts en cours et bien entendu le montant de l'investissement du PIE. Donc on le saura ici évidemment assez vite puisqu'on aura déjà un premier montant provisoire. Éventuellement, si effectivement vous voyez en cours de route que les choses évoluent, eh bien, on peut aussi actualiser la situation. Alors, pourquoi je dis qu'on travaillera, je dirais, un peu de pair, en tout cas en accompagnement du directeur financier, parce qu'il pourrait éventuellement nous apporter d'autres informations pertinentes qui seraient, je dirais, utiles et qui pourraient influencer l'analyse.
je ne sais pas, comme par exemple, alors les hautes écoles ont en effet un parc immobilier assez important. On a déjà eu le cas de hautes écoles, je veux dire, qui vendaient un bâtiment, qui abandonnaient un bâtiment, qui allait à terme, dans les 3, 4, 5 ans, je dirais, être vendu et donc revenir financièrement dans les comptes de la SBL. Alors, très concrètement, cette analyse financière, elle se présente sous la forme d'un tableau synthétique, hein, qui reprend, qui vise l'activité en fait, des 5 dernières années de la SBL. C'est rien d'inconnu, hein, puisqu'il s'agit des comptes annuels, donc du bilan, et du compte de résultat. Et grâce, à ces informations-là, je dirais, outre les éléments évidemment traditionnels d'analyse financière et de tendance, générale, on va observer des indicateurs clés qui sont, je dirais, propres, au secteur de l'enseignement. Pourquoi? Bah, parce qu'on va évidemment engager, des montants conséquents sur des durées, qui sont assez longues. Alors, peut-être que les directeurs financiers seront plus familiarisés avec ces notions-là, mais on va vérifier ce qu'on appelle, nous, la capacité moyenne de remboursement, du PO, de la SBL. Cette capacité moyenne de remboursement, ça n'est rien d'autre, qu'une notion, connue qui est celle du cash flow, sauf qu'ici, on est un peu plus prudent, je dirais, que la moyenne, hem, en travaillant avec, non pas toutes les charges non décaissées, mais seulement une partie des charges décaissées, hein. Ce qui fait qu'effectivement, notre capacité de remboursement est toujours un peu plus prudente que le cash flow tel qu'on le calculerait, par ailleurs. On va aussi, mettre en exergue les moyens évidemment, de fonctionnement, de l'ASBL puisqu'effectivement, les hautes écoles travaillent avec une enveloppe globale, mais on sait très bien qu'une grosse partie de cette enveloppe globale est dédicacée, je dirais, aux subventions traitement des professeurs et donc ce qu'il reste, dans les mains de la haute école, c'est des montants souvent qui tournent entre, je dirais, 10 et 20 de l'enveloppe globale. Donc on va les mettre en exergue tout simplement pour vérifier que l'affectation, je dirais, aux charges de remboursement des emprunts n'est pas trop élevée et laisse effectivement une marge de manœuvre, à l'école pour, ces autres charges, c'est-à-dire, ces charges de fonctionnement traditionnelles et notamment, tous les projets pédagogiques qui gravitent autour. Autre élément important, que l'on va retenir, ce sont, les moyens disponibles ou les placements, les moyens qui pourraient éventuellement, être affectés au remboursement des charges d'emprunt pour venir, les amoindrir. Ça, je vais tout de suite vous montrer le tableau suivant pour que vous puissiez comprendre ce que je vise. Alors, vous avez devant vous le tableau de consolidation de l'ensemble des emprunts, d'une haute école, y compris en fait, le projet, PIE et donc ce que l'on va, nous en tout cas, regarder, c'est que la charge totale du PO, hein, si on totalise l'ensemble des charges de remboursement de tous les emprunts et du projet à venir, reste tout simplement supportable, à rembourser sur le long terme. Alors quand je vous disais tout à l'heure que, la réserve financière était importante, vous le voyez ici sur le tableau, on a en colonne 8 en fait une charge totale du PO qui est croissante, hein, c'est, les remboursements garantis et leur fonctionnement font en sorte que la charge est un petit peu plus lourde chaque année et vous voyez ici qu'en année 2038, on arrive à une charge totale de remboursement de l'ordre de 1 600 000. Alors peut-être que c'est un montant qui semble trop important, pour la SBL, mais cette ASBL dispose par ailleurs en placement sur ses comptes financiers d'une réserve de
de, je ne sais pas, 10 millions, dont 6 millions pourraient être affectés au strict remboursement des charges d'emprunt, eh bien, on va nous alors, je dirais, valoriser cette réserve en calculant un apport annuel lissé, hein, ce qui veut dire que chaque année, on va alléger la charge totale du PO en allant puiser dans cette réserve. Et donc, au bout, effectivement, des 25 ans, bah, cette réserve est vide si on ne l'a pas réalimentée, mais en tout cas, on a largement allégé la charge de remboursement du pouvoir organisateur. Voilà, donc j'ai un peu fait le tour. Je voulais en tout cas insister sur le fait que c'est bien l'examen de l'ensemble des éléments et des indicateurs d'analyse financière, associés aux autres informations qui sont portées évidemment à notre connaissance, qui permettront de poser un avis éclairé quant à la soutenabilité financière du projet. Donc, il est vraiment très important que, je dirais, les équipes ici en interne au CEGEC et bah, les directeurs financiers, dans la plupart des cas, s'entendent tout simplement pour pouvoir avoir l'analyse la plus opportune possible et, je dirais, ne pas mettre en péril euh, par un investissement supplémentaire, la soutenabilité financière de l'ASBL. Voilà, si vous avez quelques questions. Merci Anne. Je vois que dans le chat, il y a 3 questions, mais qui ne portent pas directement sur les aspects financiers. Moi, je propose qu'on avance dans la présentation et on reviendra sur l'ensemble des questions alors en fin de session, comme c'était prévu. Très bien. Je pense que c'est notre collègue Isabelle qui maintenant va nous en dire un petit peu plus sur les aspects liés au marché public. On voit ta diapositive, Isabelle. Par contre, on ne t'entend pas, donc je ne sais pas si tu as commencé à parler, mais alors il faut ouvrir ton micro. Voilà, pardon, j'avais oublié d'activer mon micro. Donc, bonsoir à tous. Je vais donc, avant de clôturer en fait ce webinaire, je voudrais aborder avec vous les aspects marché public par rapport à en tout cas dans le cadre de vos démarches pour le PIE. Vu l'heure tardive, je vais essayer de ne pas vous assommer avec du blabla juridique et d'aborder la question vraiment d'un aspect pratico-pratique. Donc, j'ai à peine 6 slides pour aborder cet aspect-ci. Alors, voilà, j'espère que vous voyez cet écran. Donc, pour rappel, je suppose que tout le monde est au point avec ça, mais donc les ASBL-PO, vous êtes soumis donc à l'obligation des marchés publics déjà depuis plus de 10 ans en qualité de pouvoir adjudicateur. Dans le cadre du PIE, vous aurez à minima un marché de services architecture et un marché de travaux à passer. Très probablement, vous aurez également un marché d'audit énergétique en lien avec ce que tant Marie que Anne ont abordé dans leurs présentations respectives. Donc, si on reprend la ligne du temps qui a été présentée au tout début du webinaire, donc ici, maintenant, au stade de la candidature, vous aurez un marché de services architecture et probablement un marché audit énergétique. Et plus loin dans la ligne du temps, vous aurez donc un marché de travaux et éventuellement également un marché d'architecture à passer. Je vais donc aujourd'hui aborder surtout les marchés concernés par la phase actuelle, c'est-à-dire la phase stade de candidature, donc marché de services et marché d'audit énergétique. Pour le marché de services architecture, le raisonnement qu'on vous propose, c'est de se dire, OK, le point de départ, est-ce que j'ai déjà un architecte désigné par marché public? Premier cas, vous n'avez pas d'architecte actuellement qui travaille, donc qui a été désigné par marché public pour votre haute école. Si jamais, je vais prendre ici, vous voyez qu'il y a deux
situations, deux hypothèses, marché de travaux supérieur à 1 million et des marchés de travaux inférieurs à 1 million avec le même architecte. Donc, si vous envisagez des marchés de travaux supérieurs à 1 million, je pense qu'en fait, c'est la majorité des dossiers, ça sera ce cas-là, je le pense, mais on ne sait jamais. Donc, si jamais vos marchés de travaux sont estimés à un montant supérieur à 1 million, la formule qu'on vous propose, vu le délai qui vous reste avant le dossier de candidature qui doit être déposé pour le 12 mars, c'est de passer d'abord un cahier des charges, donc un marché public pour la complétude du dossier d'éligibilité. Ce marché public peut se faire dans ce qu'on appelle une procédure négociée sans publication préalable, si jamais la valeur estimée du montant est entre 30 000 et 140 000 euros, ou en tout cas entre 0 et 140 000 euros. Sinon, il y a moyen également de le passer dans ce qu'on appelle une procédure de faible montant pour si jamais le montant estimé est inférieur à 30 000 euros. Néanmoins, même si théoriquement ou juridiquement, vous avez le choix entre ce qu'on appelle la PNSPP, donc procédure négociée sans publication préalable, ou la faible montant, on vous conseille de la passer en procédure négociée sans publication préalable. Certes, il faudra passer par e-procurement, mais le site a vraiment, c'est vraiment amélioré et simplifié, mais surtout, cela va vous donner beaucoup plus de protection juridique dans le cas de l'exécution de ce marché-là. Donc, dans l'intérêt, en tout cas, de votre établissement, nous vous conseillons de la passer en PNSPP. Il y aura donc un premier marché architecture pour la complétude de ce dossier d'éligibilité et ensuite, vous allez préparer un second marché architecture qui portera vraiment sur le projet, auteur de projet, jusqu'à la réception définitive des travaux. Donc, ce qui est un marché architecture classique. Par rapport à ce CSC, sans doute qui sera selon la valeur estimée du marché, sans doute en procédure négociée directe avec publication préalable ou dans ce qu'on appelle une procédure concurrentielle ou encore en procédure ouverte. Si jamais votre marché de travaux est estimé pour une valeur inférieure à 1 million, je le dis toujours au cas où l'un d'entre vous serait concerné, vous pourriez envisager de faire directement un marché en procédure négociée sans publication préalable, mais qui couvre l'intégralité de la procédure, donc jusqu'à la réception définitive des travaux. Tous les cas de figure ici, tous les marchés dont, en tout cas, tous les marchés, oui, dont je viens de vous parler, les modèles de cahiers spéciaux des charges se trouvent déjà sur notre extranet. Donc, n'hésitez pas à aller consulter et télécharger sur l'extranet les modèles de ces cahiers des charges selon la procédure dans laquelle vous estimez être. Si vous avez des questions à cet égard, n'hésitez jamais à reprendre contact avec nos services. Maintenant, deuxième hypothèse, si jamais vous avez déjà un architecte désigné par marché public. Première situation, il a été désigné dans le cadre du PIE, c'est magnifique, il n'y a plus rien à faire, donc c'est parfait. Si par contre, il a été désigné par marché public, mais tout à fait dans un autre cadre que le PIE, il va falloir analyser au cas par cas si jamais vous pouvez continuer à travailler avec cet architecte ou si jamais il faut relancer une nouvelle procédure de passation. Si jamais l'objet du marché est en tout point identique entre le projet dans lequel il a été désigné à la base et le PIE, par exemple entre un PRR pool A et puis maintenant le PIE, à ce moment-là, il suffit de prévoir un simple avenant. Vous en avez également des modèles sur notre extranet. Si, à contrario, je descends tout en bas de mon slide, l'objet est totalement différent du PIE, et dans ce cas-là, il y a vraiment l'objet du marché est complètement différent. On parle de bâtiments différents ou de type de rénovation qui n'a strictement rien à voir. À ce moment-là, il sera impossible de faire le pont. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir de toute manière repasser une nouvelle procédure de passation pour la désignation de votre architecte. Si vous êtes entre les deux, c'est-à-dire que
c'est pas exactement la même chose. On rajoute, par exemple, quelques travaux en plus, ou on en enlève quelques-uns, ou on rajoute un bâtiment en plus par rapport à ce qui était initialement prévu. Mais donc, il y a quelques modifications. Dans ce cas-là, il faudra regarder vraiment au cas par cas. On vous conseille dans ce cas-là de nous renvoyer votre cahier des charges pour que, donc, cahier des charges du marché initial dans lequel a été désigné votre architecte, et également nous expliquer quels sont les travaux qui sont envisagés pour le PIE, afin qu'on puisse au cas par cas faire la balance pour voir quelle est l'ampleur de la modification, pour voir si on peut le consigner dans un avenant ou si au contraire il y a une telle modification que d'un point de vue légal, il faut absolument passer par un nouveau marché public. Voici donc l'aspect marché de services architecture. Maintenant, vous avez également le marché d'audit énergétique dont Marie et Anne vous ont déjà parlé. Donc, à nouveau, le raisonnement est exactement en tout point identique. Est-ce que vous avez déjà un audit énergétique? Dans ce cas-là, si l'audit énergétique porte sur l'ensemble de l'implantation, vous pouvez dormir les 2 oreilles tranquilles, il n'y a pas de souci. Si par contre votre audit est limité sur quelques bâtiments, il faudra regarder si jamais ça concerne le bâtiment que vous envisagez pour le PIE et si jamais vous êtes OK avec le fait que l'audit énergétique ne porte que sur ce bâtiment bien précis et pas sur l'ensemble et que vous êtes OK avec ça, vous restez bon avec cet audit. Par contre, si vous voulez l'étendre aux autres bâtiments dans l'objectif d'avoir vos 10 points de priorisation, à ce moment-là, il faudra également faire un audit énergétique pour le restant, histoire d'avoir au total d'arriver à un audit qui concerne l'ensemble de l'implantation. Si jamais vous n'avez toujours pas d'audit énergétique à votre disposition, à ce moment-là, il faudra déterminer, donc il faudra passer un marché public d'audit énergétique et déterminer quel est le périmètre de l'audit. Si jamais c'est un audit qui touche sur l'ensemble de l'implantation, dans ce cas-là, vous demandez tout simplement un audit pour l'ensemble avec un prix forfaitaire. Tout en bas de ce même schéma, si l'audit est limité juste à un ou plusieurs bâtiments, mais les bâtiments concernés par le PIE, dans ce cas-là, donc je rappelle bien qu'on est uniquement à 5 points de priorisation. À nouveau, vous demandez une offre, donc un forfait par rapport à cet audit. Par contre, si vous êtes entre les deux, c'est-à-dire que vous ne savez pas encore si vous souhaitez un audit sur l'ensemble de l'implantation ou que vous souhaitez un audit uniquement sur les bâtiments concernés, cette hésitation peut par exemple découler du fait que vous ne savez pas combien va demander l'auditeur pour faire cet audit. Eh bien, dans ce cas-là, vous allez devoir demander 2 prix différents, un qui couvre l'ensemble de l'implantation et un autre prix qui couvre uniquement les bâtiments, les bâtiments concernés par le PIE. Et selon ce que vous allez choisir en fonction des offres reçues, vous allez demander une confirmation du prix, donc selon le périmètre que vous avez choisi à ce stade-là, et ensuite conclure le marché. J'attire vraiment votre attention sur le fait que le champ légal n'est pas le même selon que vous vous situez sur la région Bruxelles-Capitale ou région Wallonne. Les cahiers des charges qui se trouvent sur notre extranet sont donc différents selon que vous êtes région Wallonne ou Bruxelles-Capitale. Surtout, faites extrêmement attention lorsque vous allez les télécharger sur l'extranet. On a essayé vraiment d'attirer l'attention à différents niveaux pour être sûr et certain que vous utilisiez le bon modèle, mais ça va avoir un impact direct sur non seulement la validité de votre audit, mais également sur les éventuelles interventions type UREBA. Donc vraiment, soyez vigilants sur ce point-là. Donc, voilà, ici, si je récapitule par rapport à ce CC, je vous avais promis que j'allais essayer d'être vraiment courte. Donc, ici, à ce stade-ci de la candidature, donc l'audit énergétique, à voir si jamais vous êtes concerné, oui ou non. Si jamais vous choisissez, si jamais vous n'avez pas d'architecte, n'oubliez pas non plus donc de choisir, de passer à un marché public pour le dossier de candidature
ou alors éventuellement pour l'intégralité du process, si jamais c'est un marché relativement limité sous le seuil de 1 million. Et alors, plus tard dans la procédure, eh bien, viendra se greffer le marché de travaux et éventuellement un marché auteur de projet qui couvrira donc vraiment la mission auteur de projet classique. Je pense qu'il y aura un second webinaire qui sera sûrement prévu à ce moment-là où on pourra également vous expliquer plus en détail ces CSC-là. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à l'aspect marché public dans votre projet PIE, n'hésitez pas à reprendre contact avec notre service et on vous aidera dans les démarches. Merci. Merci Isabelle pour cet exposé très clair. Mais s'agissant des questions, il nous reste 5 minutes. Je pense que c'est suffisant pour aborder les questions qui apparaissent dans le chat. Donc, je lis la première. Y a-t-il d'autres subsides disponibles en parallèle du PIE, création de locaux spécifiques, UREBA, patrimoine? Alors, j'avoue que pour ce qui relève du patrimoine, je ne suis pas compétent pour apporter une réponse. L'UREBA classique est compatible avec d'autres dispositifs. Je rappelle que l'audit énergétique peut faire l'objet d'une subvention UREBA si évidemment vous respectez les conditions UREBA pour sa réalisation, c'est-à-dire que l'audit lui-même correspond à la réglementation régionale wallonne et que l'auditeur est par ailleurs agréé UREBA. Donc 75%, je pense, de taux d'intervention dans le cadre de l'UREBA pour l'audit énergétique. Création de locaux spécifiques, il n'y a pas de mécanisme de subventionnement pour l'enseignement supérieur destiné à créer des locaux spécifiques, mais le PIE lui-même permet la création de places et c'est une possibilité ouverte à l'enseignement supérieur sans qu'il soit nécessaire de figurer dans une des listes des zones en tension démographique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a que 5 annexes à la circulaire PIE du deuxième appel et non 6, parce qu'il n'y a pas de liste de zones en tension démographique. Quel délai est envisagé entre les engagements pris par le PO lors de l'éligibilité et la preuve de leur application? Alors, ça varie selon les engagements et dans la circulaire, il vous est conseillé de certainement vous imprégner des 14 premières pages. La circulaire fait une 50aine de pages et puis de lire ce qui suit la page 14 pour savoir, entre guillemets, à quoi vous vous engagez. Donc vraiment, suivez ce conseil. À titre indicatif, vous savez que pour déposer, dès lors que votre dossier serait éligible, vous avez, après 18 mois, pour déposer le dossier de demande d'accord de principe sur le projet. Donc, je pense que les délais sont évidemment beaucoup moins serrés que les délais qui concernent le dépôt de la candidature. Dernière question, nos questions techniques peuvent être posées lors de la première étape auprès de Madame Van der Meulen. Les liens renseignés dans ce slide seront disponibles et si oui, à quel endroit? Alors, Madame Van der Meulen a fait forte impression dans le cadre de sa présentation, mais il y a plusieurs autres collègues qui vont pouvoir vous aider. Alors, ça me permet de dire un mot de l'accompagnement des pouvoirs organisateurs tels que nous l'avons envisagé. Pour l'enseignement supérieur, ce sont les architectes du département des infrastructures qui seront à la manœuvre et non pas directement les accompagnateurs de PO de première ligne qui seront par ailleurs tenus informés, mais on vous recommande de prendre contact avec le département des infrastructures où on se répartira les dossiers. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que beaucoup d'entre vous ont déjà pris contact avec nos services et sont déjà bien avancés et les questions avec lesquelles ils viennent sont des questions désormais beaucoup plus techniques, beaucoup plus pointues, qui regardent vraiment des personnes qui ont l'expertise des architectes ou des ingénieurs du service. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que nos accompagnateurs de PO sont maintenant toujours en train d'accompagner
les pouvoirs organisateurs de la première vague. Il y a eu 216 dossiers déposés par nos PO de l'enseignement obligatoire dans le cadre de cette première vague. Donc, vous vous rendez compte de l'ampleur du travail, et il continue par ailleurs à accompagner les pouvoirs organisateurs dans la confection des autres dossiers, et notamment le dossier de demande d'accord ferme au PRR. Pour ce qui est des liens renseignés et des outils, vous trouvez tout sur 2 périmètres en ligne. Donc, pour les pouvoirs organisateurs, il y a un périmètre dédié au plan d'investissement exceptionnel dans l'extranet. Et pour ce qui concerne les architectes, il y a une équipe Teams qui continue de fonctionner, qui a été créée spécialement pour les architectes au travail sur les plans d'investissement exceptionnels. Et donc là aussi, on met exactement le même contenu à disposition que dans l'extranet. La solution Teams permet aux architectes d'avoir accès rapidement à ce contenu sans devoir demander des codes d'accès au pouvoir organisateur. Ça permet aussi de poser des questions via un chat. Voilà, et en général, on peut faire passer comme ça des informations assez rapidement. Je pense que ça a pas mal fonctionné dans le cadre du premier appel. Donc, je vous renvoie vers ces périmètres dédiés. Ce webinaire qui est enregistré sera lui-même disponible, soit à la fois dans l'extranet et dans l'équipe Teams. Alors, l'audit énergétique doit-il être obligatoirement, issu d'un marché public? Eh bien oui, puisque tous les pouvoirs organisateurs sont des pouvoirs adjudicateurs, et donc si vous faites réaliser un audit énergétique, vous devez passer à un marché. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez forcément aller dans des modalités de passation très complexes, mais il faut respecter en tout cas la loi sur les marchés publics. Voilà. Je pense que nous avons fait le tour. Si d'aventure vous restez avec des questions que vous souhaitez nous adresser, n'hésitez pas à le faire, soit via le chat de l'équipe Teams des architectes, soit via notre mail dans le support qui sera mis à votre disposition. Je rappelle les coordonnées de nos collaborateurs et collaboratrices. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter toute question, tout problème, tout constat. Nous nous en saisissons non seulement pour vous aider, mais aussi pour, le cas échéant, étoffer nos propres foires aux questions, de sorte que tout le monde en profite. Voilà, j'espère que ceci vous sera fort utile. Je vous souhaite bonne chance. Je rappelle à toutes fins utiles que le plan d'investissement exceptionnel ne connaît pas de plafond aux demandes de subventions. Donc, faites de bons dossiers. Si vous avez bien scénarisé et que vous avez les moyens de vos ambitions, eh ben, vous pouvez aller chercher aussi des montants de subventions fort importants. Donc, profitez-en. Bon travail, bonne soirée et sans doute à très bientôt. Au revoir à tout le monde. Merci, bonsoir. Au revoir Luc, au revoir tout le monde. Et au revoir, bonsoir tout le monde. Au revoir à tous. Merci à tous et bonne soirée en tout cas. Et super hein, l'équipe. Merci, merci. Merci, oui. Bonne soirée, merci, à bientôt. Allez.